Le 17 novembre, vous devez être surpris parce que vous êtes convoqué en fait au rectorat. Alors voilà, effectivement, le 17 novembre 2016, le coup de fil du matin de mon inspecteur me demande de venir au rectorat. Et là, je le rencontre et il m'explique rapidement qu'il est question de la découverte le lundi soir, donc le lundi 14, de traces de sang dans la culotte d'une petite, et que la petite aurait dit le mercredi, c'est le monsieur dans les toilettes. Et une fois que j'ai signé ma suspension, ça va très vite, on ne se parle pas beaucoup, l'ambiance est plutôt au malaise. On m'apprend que 2 gendarmes en civil m'attendent en bas. Et là, tout a basculé. Je me dis quand même, je suis en garde à vue pour 24 heures. Donc je ne sais pas vers quoi je vais. Ce que j'espère, c'est vite pouvoir parler, pour pouvoir dire, écoutez, de toute façon, vous êtes d'accord avec moi que ça n'a pas pu arriver, étant donné les conditions. Et que rapidement, effectivement, on reconnaisse que bon, c'était une erreur. Le problème, c'est que même en audition, tout est orienté, on n'a pas le temps de dire ce qu'on a à dire. C'est-à-dire, on vous pose des questions très personnelles, l'intimité, la sexualité, tout. On va vraiment tout mettre à plat et on est obligé de jouer le jeu. C'est très, très perturbant. Donc on me donne que des éléments qui vont directement me désigner, c'est le maître, voilà ce qu'il m'a fait à tel endroit. Là, ouais, là je bascule et là je suis plus dans le monsieur dans les toilettes, je suis sur une accusation et là je comprends que là je suis vraiment dans le cauchemar. Je suis face à des personnes qui clairement ne me croient pas. La petite n'a pas pu inventer. Vous voulez dire que la petite est une menteuse, c'est ça Et là, je ne peux pas dire autre chose que mais je vous promets que ça ne correspond pas à ce qui s'est passé. C'est pas possible. Et donc, on rentre doucement dans ce noir où on est à la fois en état de choc au fur et à mesure de ce qu'on entend. En gros, on sent qu'à aucun moment on se questionne sur le fait de savoir si j'ai fait ou pas fait. Pour eux, j'ai fait. Et la seule question pour eux qui demeure, c'est comment j'ai bien pu m'y prendre, puisque à aucun moment ils arrivent à trouver. Donc ils vont dire ça s'est passé à tel moment. Et je comprends très vite qu'effectivement, je ne vais pas pouvoir m'en sortir, que les dés sont pipés, que je suis dans un piège. Et là, vraiment, je rentre dans ce cauchemar-là et je comprends que je ne vais pas pouvoir en sortir comme ça, effectivement. J'ai du mal à y croire, je me dis c'est pas possible. Avec tous les éléments qui montrent que je n'ai pas pu faire, il y a juste la parole de l'enfant, et quand même, on ne va pas envoyer un enseignant avec un doute pareil en prison. Et pourtant, effectivement, au moment où je passe devant la juge d'application des peines, ça tombe. On m'annonce que je suis directement transféré à la maison d'arrêt de Dijon. On se réveille en prison. La nuit, je rêve que je suis auprès de ma famille. Même dans mon rêve, je me dis, le cauchemar est fini et je me réveille en prison. Et ça arrive tellement souvent que même après, on a tout le temps peur de se réveiller dans sa cellule de 8 mètres carrés parce que cette cellule-là, je ne vais plus la quitter. Une fois que les détenus vont avoir identifié que je suis la personne dont on parle dans les médias, je ne peux plus sortir de ma cellule parce que même dans ma cellule, on vient derrière pour me dire on va te saigner, on va te faire la peau. La détention est extrêmement compliquée, c'est très très dur à vivre. J'essaye d'y penser le moins possible parce qu'on est dans un état où on a atteint le fond du fond. On oublie même la douleur que c'est parce qu'on a perdu tous ses repères, on n'a plus aucun repère. Et puis là, donc votre situation est votre dossier est un peu figé, on va dire les semaines passent, les mois, et finalement, à la fin du mois de mars, votre situation, ça va commencer à évoluer. Alors curieusement, effectivement, fin mars, le 24 mars, j'apprends que je suis libéré. Et j'ignore à ce moment-là, le 24 mars, qu'une expertise ADN datée du 23 est tombée donc la veille, révélant
en gros que la fameuse culotte porteuse de sang porte aussi la signature de l'agresseur, puisque un sperme n'étant pas le mien, mais dont l'ADN a été identifié, vient donc d'être mis à la connaissance de la justice. Je vais donc sortir, être envoyé à presque 500 km de ma famille en contrôle judiciaire, à devoir pointer au commissariat d'Aix-en-Provence. Mais quand l'annonce de cette expertise arrive, oui, c'est la fête. C'est triste à dire parce que c'est quand même quelque chose de très sordide. On est en train de parler d'une culotte avec du sang et avec le sperme de l'agresseur. Mais pour nous, on se dit, il ne pouvait pas y avoir autre chose qui m'innocente définitivement. Là, on est presque euphorique. On se dit, l'histoire est terminée. Là, on se dit actuellement, l'agresseur est certainement en garde à vue. Il doit y avoir des perquisitions. Il doit y avoir tout ce que j'ai vécu moi qui doit être actuellement en œuvre de l'autre côté. Et finalement, vous allez être déçu derrière. Et donc, les mois vont passer. On se dit, bon, ça doit être normal de ne pas être au courant des avancées des investigations. Et effectivement, quelques mois après, j'apprends par mon avocat qui lui arrive à aller glaner des informations que absolument rien n'a été mis en œuvre, aucune investigation, aucune protection par rapport à l'enfant, puisque l'ADN appartient à un membre de la famille. Et là, on a les bras qui tombent. Le temps passe, je reste effectivement mis en examen pour le viol de cet enfant de 4 ans. C'est quelque chose qui, évidemment, ça va faire 1 an bientôt. C'est quelque chose qui est présent tous les jours. C'est-à-dire, on m'a quand même volé ma vie. Et je sais que je ne pourrai jamais la retrouver, cette vie-là. Mais on se dit quand même, à un moment donné, là, il faut que la justice nous la rende, parce que là, on ne vit plus avec ma famille. On survit depuis presque 1 an, alors que tous les éléments du dossier disent à la fois que je suis innocent et en même temps qu'on connaît l'agresseur. Et pourtant, on reste dans cette situation. Parce que vous l'avez dit là depuis 1 an, vous y pensez tous les jours. C'est quoi votre quotidien aujourd'hui ? Quelle place ça prend cette affaire dans votre vie là, chaque jour ? Ce qui est assez compliqué, c'est que avec mon épouse, ça tourne en permanence. Et on fait un effort sur nous pour éviter d'en parler trop, même devant nos grands, devant nos enfants. J'ai 4 enfants. Et on ne s'aperçoit même plus qu'on en parle tout le temps, qu'on parle que de ça. Ça les affecte. Ça fait 1 an aussi qu'ils vivent avec ça, où ils ont vécu des moments très durs, où ils ont été très courageux. Ils ont été remarquables. Et je sais que nous, on leur fait subir ça aussi, parce qu'on aimerait bien réussir à passer à autre chose, mais je suis mis en examen pour le viol d'une petite de 4 ans, et ça, c'est du matin au soir. Tant que la justice ne va pas me rendre un peu de dignité, quelque chose, je ne pourrais pas faire autrement que d'y penser. Il y a une espèce d'enlisement, de fait on ne comprend pas pourquoi, au niveau de la justice, avec des éléments aussi évidents, il faille un temps pareil. Et donc, quelque part, par expérience, on se prépare à essayer de garder des forces pour se dire, ça peut encore mettre du temps. C'est terrible, parce que finalement, ça veut dire que quelque part, vous n'avez pas confiance en la justice, vous n'avez plus confiance en elle. Très clairement, je n'ai plus confiance en la justice. On se retrouve quand même dans une situation où il y a 2 éléments que je trouve choquants dans toute l'histoire de cette affaire. C'est qu'un enseignant dont on peut prouver facilement qu'il est impossible qu'il ait commis un viol se retrouve à partir faire plus de 4 mois de prison. Et un deuxième élément très choquant, c'est que quand, en 2017, on a une preuve ADN flagrante, incontournable, et qu'on ne peut pas contester et pas d'ambiguïté, on ne puisse mener aucune investigation et aucune mesure de protection par rapport à l'enfant qui est concerné.
Donc quand il y a ça, à un moment donné, oui, la confiance qu'on porte dans la justice, elle est totalement dégradée. Et donc je ne sais pas, je me dis, je m'aperçois qu'on est face à des personnes qui n'ont aucun compte à rendre. Dans l'idéal, votre avenir, vous l'imaginez comment? C'est très compliqué. L'avenir, pour l'instant, il est très incertain. Je suis toujours enseignant. À l'issue de la mise en examen et à l'issue de l'instruction, je dois normalement retrouver mon poste. Je ne sais pas comment je vais pouvoir me retrouver dans une classe. Très sincèrement, je n'imagine rien pour la suite. J'ai mon poste, je suis enseignant et je suis dans le doute à ne pas savoir ce qui m'attend après parce que précisément, après un choc pareil, je ne sais plus quoi envisager. Je ne peux pas imaginer maintenant dans quel état de paranoïa je vais pouvoir être dans une classe à la suite de ça. Après avoir vécu ça, je vais juste être sans arrêt à me poser la question de me dire le soir, mais est-ce qu'un élève va aller raconter quelque chose? Je veux dire, il y a un moment donné, je me suis retrouvé à 2 sur un poste, je me suis retrouvé dans les conditions parfaites pour prouver que j'ai pas pu commettre quelque chose et j'ai fait 4 mois de prison. Quand je vais me retrouver tout seul dans une classe demain, comment je vais pouvoir balayer ça? C'est impossible. Et puis en dehors du travail, l'objectif, cette affaire, fatalement, vous n'allez jamais l'oublier, mais c'est qu'elle prenne le moins de place possible dans la tête? C'est ça. Je me demande actuellement, et avec mon épouse, on se pose la même question, on y pense tellement tout le temps, qu'on se dit, mais est-ce qu'on va être capable, quand ça sera vraiment fini, on va vraiment être capable d'arrêter d'y penser? Est-ce qu'on va vraiment être capable? Est-ce qu'on aura la force aussi après coup? Parce que là, on a aussi ce qui nous fait tenir, c'est qu'il faut aller au bout, il faut qu'on tienne le choc. On ne sait pas non plus le contre-coup qu'on va avoir quand l'histoire sera finie, parce que intérieurement, on a été détruit. C'est quelque chose d'abominable ce qu'on nous a fait subir. On nous a traînés, on nous a salis. Comment derrière ça, on va réussir à se relever, à se remettre? On ne sait même pas comment on va être à l'issue de tout ça.